Bien, bonjour à tous, merci pour cette invitation qui m'honore. Donc on m'a demandé de vous parler du temps, alors parce que paraît-il vous êtes des gens très occupés qui manquaient de temps, comme on dit. Alors je vais vous dire deux ou trois choses qui pourraient exciter votre réflexion, en commençant par vous faire une suggestion qui serait de lire un chapitre d'un livre qui a été écrit il y a 16 siècles, donc au IVe siècle, par un penseur de l'Antiquité tardive qui s'appelle Saint Augustin. Saint Augustin, il a écrit un livre qui s'appelle Les Confessions, dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle Le Temps, qui a été traduit en français évidemment à différentes époques. Mais même si vous prenez une traduction très ancienne, vous lirez ce chapitre très bien écrit et vous comprendrez tout ce que dit Saint Augustin. Ce qui est quand même bizarre. Parce qu'entre Saint Augustin et nous, il y a eu Galilée, Newton, Boltzmann, Einstein et pas mal d'autres qui ont complètement changé la façon de comprendre le temps, de le décrire, d'envisager sa relation avec l'espace, avec l'énergie, avec la matière. À chaque fois, ça a été des révolutions. Et si on comprend Saint-Augustin aujourd'hui, c'est plutôt signe de mauvais signe. Ça veut dire que les révolutions à propos du temps n'ont pas eu d'effet sur le langage. En fait, nous comprenons Saint-Augustin tout simplement parce qu'en 2025, nous parlons du temps comme Saint-Augustin. Ça veut dire que la langue, et c'est vrai en anglais et dans toutes les langues que vous pouvez imaginer, la langue n'évolue pas. Nos façons de dire restent les mêmes. Les expressions restent les mêmes. Donc ça veut dire que si ces expressions sont figées, on peut se demander si elles ne transportent pas avec elles ce qu'on pourrait appeler des a priori clandestins qui déterminent notre façon de penser le temps. Notre façon de dire détermine notre façon de le penser. Et si on le dit mal, il y a des chances qu'on le pense mal. Pour le dire de façon brutale, si on avait tenu compte dans notre façon de dire de ce que nous avons compris sur le temps, on ne pourrait pas comprendre une seule phrase de Saint-Augustin. Son langage serait devenu incommensurable au nôtre, ou plutôt notre langage serait devenu incommensurable au sien. Ça, c'est la première remarque. La seconde, c'est que quand vous mettez le mot temps dans une phrase, la phrase qui contient le mot, en général, est claire. Le sens n'est pas ambigu. Si je dis, j'ai entendu d'ailleurs au moment de l'apéritif, je n'ai pas le temps, je comprends ce que ça veut dire. Si je dis, le temps s'accélère, je comprends ce que ça veut dire. Et puis il y a d'autres phrases que vous pouvez imaginer. Et en examinant le sens qu'ont ces phrases, vous verrez que, en fait, le sens du mot temps dans ces phrases, il est déterminé par le flux verbal dans lequel vous l'avez mis. Autrement dit, c'est la phrase dans laquelle vous mettez le mot temps qui définit le mot temps. Mais si vous l'extrayez du flux verbal dans lequel vous l'avez mis, en vous demandant c'est quoi ce truc, le temps, qu'on désigne par un substantif, c'est quoi? Est-ce que c'est une substance? Est-ce que c'est une entité physique? Est-ce qu'il est comme un fleuve, comme on dit souvent? Est-ce que c'est une production de la conscience? Est-ce qu'il existe indépendamment des événements? Ou est-ce qu'il est le contenant des événements? Personne n'en sait rien. C'est la grande remarque de Paul Valéry. On se comprend quand on parle du temps parce qu'on parle vite. Mais si on prenait le temps de s'interroger à chaque fois sur le sens du mot dans la phrase, on verrait que le mot temps a tellement de significations contradictoires qu'il n'a pas de sens autonome. Il n'y a même pas de signification propre. Il y a des phrases dans lesquelles le mot temps signifie la durée. La durée, c'est pas la même chose que le temps. Il y a des phrases dans lesquelles le mot temps signifie la liberté. Par exemple, quand vous dites « je n'ai pas le temps », il n'a rien à voir avec ça. Je n'ai pas le temps, ça veut dire que je ne suis pas libre. Il n'y a pas des moments où le temps est à vous et des moments où il n'est pas à vous. La position que vous avez du temps n'est pas intermittente. D'ailleurs, un sondage qui a été fait en Belgique en 2023 montrait, et je pense que c'est vrai en Angleterre comme en France, que 77%, c'est précis, des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps montent.
En fait, c'est une phrase qu'on utilise pour protéger sa liberté. Je n'ai pas le temps. Si c'est la réponse que vous faites à une sollicitation, quelqu'un vous demande de faire quelque chose, vous répondez « je n'ai pas le temps ». En fait, ça veut dire « mon coco, j'ai tout à fait le temps de faire autre chose que ce que tu me demandes. Okay » Donc c'est une façon de protéger sa disponibilité ou sa liberté. Il y a des phrases dans lesquelles le mot temps veut dire le changement. D'autres, c'est la vitesse. D'autres, c'est le devenir, le moment, etc. Ce qui fait beaucoup trop de signification pour un seul mot. Et donc, si vraiment on veut penser sérieusement la question du temps, il faut procéder à ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on emploie le mot temps, de vérifier si dans son vocabulaire, il n'y a pas un autre mot qu'on pourrait utiliser à la place qui dirait de façon plus précise ce qu'on a à dire. Par exemple, on parle de mesure du temps. Personne n'a jamais mesuré le temps. Ce qu'on mesure, ce sont des durées. Et les durées, on ne les mesure jamais directement. On les mesure par une projection sur l'espace. Par exemple, l'aiguille de la montre qui avance sur le cadran. C'est ce mouvement qui symbolise la durée. Mais la durée, justement, à cause de la montre, on la compare à de l'espace. Et on dit finalement, la durée est au temps ce que l'espace ou ce que la longueur est à l'espace. En oubliant qu'il y a une différence absolument radicale. C'est que tous les points qui constituent dans l'espace une longueur, par exemple les points qui constituent la longueur de cette table, ils existent en même temps. Ils coexistent. Donc tous les points de l'espace qui font la longueur existent ensemble. Mais les instants qui constituent une durée, par définition, n'existent pas en même temps. Mais l'un après l'autre. D'accord ? Ce qui pose la question de savoir comment vous faites une durée non nulle avec des instants de durée nulle d'ailleurs. Mais on ne va pas entrer dans ces discussions. Et puis j'entendais, parce que j'avais l'oreille qui traînait pendant le cocktail, enfin l'apéritif, il y en a beaucoup parmi vous qui associent le temps à une vitesse, ou qui parlent du temps comme s'il y avait une vitesse. Le temps passe trop vite, etc. Évidemment, je comprends bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que le rythme des événements, notre activité, ou bien les phénomènes temporels auxquels nous assistons, ont un rythme qui augmente. Mais est-ce que, sous prétexte que ce qui se passe dans le temps va plus vite, on a le droit de dire que c'est le temps lui-même qui va plus vite? Qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? Une vitesse, en physique, c'est une dérivée par rapport au temps, c'est le langage technique. Mais prenez la vitesse d'une voiture. C'est la distance qu'elle parcourt, une longueur, divisée par une durée. Donc, pour calculer une vitesse, il faut diviser par une durée. Par un temps. Donc la vitesse du temps, c'est quoi? Si vraiment vous voulez la définir, vous allez devoir la définir comme étant le fait que le temps avance de 24 heures toutes les 24 heures. Vous êtes bien avancé. Non ? Donc le temps n'a pas de vitesse, il n'a pas non plus d'accélération. Et donc quand vous dites que le temps s'accélère, vous confondez le temps avec ce qui se passe dans le temps. Deux choses qui n'ont rien à voir. Et la vitesse du temps, c'est un vaste reliquat de l'association qu'on a faite dans l'Antiquité, on trouve d'ailleurs chez Saint-Augustin, entre le temps et le fleuve. On dit le temps s'écoule parce qu'un fleuve s'écoule. Mais je vous rappelle qu'un fleuve s'écoule dans un lit qui ne s'écoule pas. Si le lit d'un fleuve s'écoulait avec le fleuve, on ne dirait pas que le fleuve s'écoule. Autrement dit, pour dire un écoulement, il faut penser à un non-écoulement. Donc, si vous dites que le temps s'écoule, vous devez préciser dans quoi il s'écoule. Quelle est la chose qui ne s'écoule pas dans laquelle le temps s'écoule? Et là, ça devient intéressant. Autrement dit, à partir du moment où vous associez le temps à un écoulement, vous devez penser à un hors-temps, c'est-à-dire quelque chose qui ne subit pas cet écoulement. Donc on a, voilà, le vocabulaire est trompeur, d'autant plus qu'on n'hésite pas à associer au temps des adjectifs multiples.
temps psychologique, le temps géologique, cosmologique, le temps libre, etc. Bref, on fait dans le langage comme si le temps avait les propriétés des phénomènes temporels. Et ça devient proliférant. Et en fait, on habille ainsi le temps par des habits d'arlequin, comme s'il ressemblait aux phénomènes qui se déploient en son sein. Et donc la grande révolution, c'est celle de Newton. Newton, il invente le paramètre T, on trouve dans les équations de la physique, ce qu'on appelle le temps. Et dans les Principia, le livre dans lequel il développe sa pensée, il explique que le temps n'a rien à voir avec les phénomènes temporels. En fait, le temps, chez Newton, je ne parle pas d'Einstein, le temps ne dépend pas de ce qui se passe dans le temps. Le temps est indépendant de ce qui se passe dans le temps. D'ailleurs, vous avez remarqué une chose, c'est quand vous écrivez T dans une équation, n'importe laquelle, ou même quand vous tracez pour vos courbes l'axe des temps, tous les instants ont le même statut. Tous les instants sont représentés mathématiquement de la même façon, c'est l'instant T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Alors que nous, on le confond avec le changement. Le temps, c'est le changement. Quand plus rien ne change, on dit que le temps s'arrête. Maintenant, Newton dit que quand rien ne change, le temps passe. Quoi qu'il se passe dans le temps, ça n'affecte pas le temps. Et donc, la grande leçon de Newton, qui n'a pas été intégrée dans le langage, c'est que le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Tous les instants ont le même statut. Et d'ailleurs, quand vous dites le temps s'accélère, ça veut dire quoi physiquement? Ça veut dire que une seconde d'avant dure aujourd'hui une demi-seconde. Mais vous voyez que ça n'a aucun sens. Une seconde a toujours duré une seconde par définition, de la seconde. D'accord ? Et donc là, il y a une première révolution qui est vraiment fondamentale, puisque sans cette révolution, les physiciens ne feraient pas ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que finalement, on a compris au début du XXe siècle, c'est une physicienne qui l'a compris, elle s'appelle Emmy Noether. Elle a publié un théorème en 1918 qu'Einstein a célébré comme étant le théorème de physique mathématique le plus important de l'histoire. Ce qu'a montré Emmy Noether, c'est que le fait que la variable t, qui désigne le temps, ne change pas au cours du temps, autrement dit que le temps ne soit pas une fonction du temps. Le temps est toujours le même. Ce qui change, ce sont les instants, mais pas le temps qui les fait passer. En fait, le temps, c'est ce qui renouvelle l'instant présent. Le temps, c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'un instant présent advient, il y en a aussitôt un autre qui vient le remplacer, et qui lui-même sera remplacé, etc. Donc le temps, c'est le moteur de renouvellement de l'instant présent. Grâce à qui il y a toujours du présent qui est présent. Le seul fait de dire ça, ça dit que les équations de la physique, dans lesquelles le temps t ne dépend pas du temps, sont invariantes par translation du temps, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles sont les mêmes à tous les instants du temps. C'est-à-dire que les lois physiques ne changent pas à mesure que le temps passe. Si vous faites une expérience de physique aujourd'hui, vous aurez un résultat qui sera le même que si vous faisiez la même expérience dans 1 million d'années ou que si vous l'aviez faite il y a 1 milliard d'années. C'est ça que ça veut dire. Et dans les années 50, des physiciens se sont dit, puisque les choses sont comme ça, et que l'univers a une histoire, l'univers évolue, il évolue, mais sans que ces lois évoluent. Ce qui évolue à mesure que l'univers évolue sont les conditions physiques. L'univers, dans le passé, était plus dense, plus chaud, plus énergétique. Et son évolution depuis le passé jusqu'à aujourd'hui s'est faite sous la coupe de lois physiques qui ne changent pas. Donc la physique, c'est une sorte de législation invariable des métamorphoses. On explique ce qui change grâce à des lois qui ne changent pas. Et donc, les gens se sont dit, si on prend un peu d'argent des contribuables, pas beaucoup, par rapport à d'autres, on peut faire des collisions de particules à haute énergie, dans ce qu'on appelle des collisionneurs de particules, comme au CERN à Genève, avec des protons, des électrons ou autre chose.
Et au moment de la collision, si les particules ont beaucoup d'énergie, on va recréer dans un tout petit volume, pendant un temps très court, les conditions physiques de l'univers primordial. Donc très forte température, très forte densité d'énergie. Et du coup, comme les conditions physiques dans ce petit volume vont être celles du passé, comme les lois physiques n'ont pas changé, on va voir dans le présent les phénomènes physiques qui se déroulaient dans le passé. Ce n'est pas une machine à remonter le temps, c'est simplement qu'on offre à l'univers ce qu'on pourrait appeler une cure de jouvence. On lui fait revivre des choses qu'il n'a pas connues depuis 13,7 milliards d'années. En 2012, par exemple, je pense que vous l'avez entendu dans les médias, on a découvert, grâce à ce phénomène, une nouvelle particule qui avait été prédite par un physicien écossais qui s'appelle Peter Higgs. En 1964, donc 48 ans avant, on a découvert une particule qui s'appelle le boson de Higgs. Boson de Higgs. Le physicien en question s'appelait Peter Higgs, il a eu le prix Nobel en 2013. Et le boson de Higgs, je ne vais pas en parler parce que c'est un peu compliqué, mais en fait, toutes les grandes découvertes en physique de ces dernières années, le boson de Higgs en 2012, les ondes gravitationnelles, prédites par Einstein en 1916, découvertes pour la première fois en 2016, c'est des ondes qui ont traversé la Terre et qui ont été émises par une fusion de deux trous noirs il y a 1,7 milliard d'années. Ces deux grandes découvertes, incroyables si on y réfléchit, si on les prend au sérieux, changent notre façon de concevoir le temps, sa relation à l'espace, sa relation à l'énergie. Et comme notre langage est fixe, il ne permet pas de les dire par des mots. Ou plutôt, si on veut les dire par des mots, il faut être en lutte avec la langue. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail critique sur le langage pour que le langage, sortant de ses ornières habituelles, devienne capable de dire des choses qu'il ne dit pas spontanément. En fait, la science, la physique en l'occurrence, n'est pas dite par le langage. Il faut donc, si on veut la dire, trafiquer le langage, le modifier, le critiquer, pour qu'il soit capable de dire des choses que spontanément, il n'est pas armé pour le dire. Alors, pour ce qui est d'Einstein, parce que je vais conclure sur lui, quand il a publié, vous savez, il y a deux théories de la relativité, il y en a une de 1905, qu'il a publiée tout seul, il y a travaillé tout seul, on l'appelle la théorie de la relativité restreinte. Et puis en 1915, comme je vous l'ai dit, il publie une théorie de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, qui est un monument intellectuel, personnellement, je trouve, unique dans l'histoire. Et Einstein, en fait, il s'est posé des questions très simples. Il dira même qu'à la fin de sa vie, il a été interrogé par un monsieur qui allait devenir son premier biographe, qui lui demande, mais à votre avis, pourquoi vous êtes le premier à avoir conçu la théorie de la relativité? Et Einstein a répondu, cette phrase étonnante, il a dit, j'ai fait ça grâce à mon retard mental. Je me suis posé des questions d'enfant que j'ai résolues avec un cerveau d'adulte. Et il avait raison, puisque les questions d'espace et de temps, on les résout à l'âge de 7 ans d'après les psychologues comme Piaget. C'est-à-dire qu'un enfant de 7 ans, il a compris qu'une longueur, ça se mesure avec un double décimètre. Et qu'une durée, ça se mesure avec une horloge, une montre. Une fois qu'on a compris ça, c'est réglé. Sauf qu'Einstein, lui, il s'est posé ces questions bien plus tardivement, par le biais d'expériences de pensée, comme on dit, c'est d'expériences qu'on fait avec sa tête, pas dans un laboratoire, ou plutôt qu'on utilise son esprit comme un laboratoire. En fait, Einstein, c'est quelqu'un qui, comme Galilée, a compris un truc fondamental, qui est que le monde dans lequel on vit, ce que j'appelle le monde, c'est la Terre en fait. On est sur la Terre, on est dans un champ de gravité qui est ce qu'il est, on n'est pas dans le vide, on est dans l'atmosphère, on voit le ciel avec nos yeux, en tout cas ça a été le cas pendant des millénaires, qu'avec nos yeux. Et ce monde, en fait, c'est une tromperie. C'est-à-dire ce monde nous masque les lois de l'univers. Le monde cache l'univers. Et donc si on veut comprendre les lois du monde, il faut trouver des moyens intellectuels de sortir du monde, en fait, d'aller se faire voir ailleurs pour comprendre ce qui se passerait si on n'était pas là.
Pardon, qu'est-ce qui se passerait si on était dans le vide? Qu'est-ce qui se passerait si on était au bord d'un trou noir? On ne peut pas y aller. Donc il faut réfléchir. Il faut se méfier de ce qu'Einstein appelle le spectacle du monde. Le spectacle du monde nous trompe. Il nous fait croire que les phénomènes auxquels nous assistons peuvent être décrits par des lois qui leur ressemblent, comme si le fait d'observer suffisait pour comprendre. C'est ce que croyait Aristote. Or, vous savez, toute la physique d'Aristote est fausse. Tout est faux. Quand Aristote dit « les corps lourds sont plus vite que les corps légers », oui, c'est ce qu'on voit, mais c'est faux. Quand Aristote dit pour qu'un corps soit mis en mouvement, il faut exercer une force sur lui. S'il n'y a pas de force, il n'y a pas de mouvement. Ben, il a raison dans le monde. Quand vous faites du vélo, vous voyez bien que l'immobilité est contagieuse. Hein. Si vous arrêtez de pédaler, votre vélo s'arrête. D'accord? Donc, pour qu'un corps soit mu, mais en mouvement, il faut qu'il soit mu par une force. C'est faux. Ça n'est vrai dans notre monde que parce que quand on arrête de pédaler, il y a le frottement des pneus sur la route plus la résistance de l'air qui immobilise le vélo. Mais si ces forces n'étaient pas là, le vélo irait en ligne droite et aurait donc un mouvement inertial. Et donc Einstein s'est posé des questions toutes bêtes à 15 ans. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passerait si de la lumière était capable d'émettre de la lumière? Si votre enfant vous pose la question un soir, vous lui dites va jouer, quoi. Et Einstein dit, mais si la lumière émet de la lumière, quelle va être la vitesse de la lumière émise par la lumière? À l'école, on apprend que les vitesses s'ajoutent. Quand vous marchez sur un tapis roulant, votre vitesse par rapport au sol, c'est la vitesse du tapis roulant plus votre vitesse sur le tapis roulant. Donc la lumière émise va aller à 2 fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émise par la lumière émet à son tour de la lumière, quelle sera la vitesse de la lumière émise par la lumière émise? Ça fait 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4, puis 5, puis 6. Donc, on fabrique un escalier cinématique vers l'infini. Donc, du haut de ses 15 ans, Einstein dit, si la lumière est capable d'émettre de la lumière, il doit y avoir de la lumière de vitesse infinie. Faut que je m'arrête? Est-ce que j'ai le temps? Non, encore 3 minutes. 3 minutes. Quand il a 16 ans, alors quand il a 15 ans, il est déscolarisé. Vous savez, il a démissionné du lycée de Munich parce que la discipline est militaire. Il est déscolarisé, il a rejoint ses parents en Italie. Et évidemment, il reprend les études en Suisse, à Aarau, dans une école qui a des méthodes pédagogiques un peu plus avancées. Et là, il se pose une deuxième question dans laquelle il va faire une expérience de pensée en mettant en scène son corps. Parce que, dit-il, il a une pensée musculaire. Son travail, c'est d'imaginer son corps dans une certaine situation et d'essayer de voir ce que ressentirait son corps dans cette situation si telle loi physique était vraie. Et l'expérience qu'il imagine, c'est « je suis à cheval sur un rayon lumineux ». La lumière, c'est des ondes électromagnétiques, donc il est à cheval sur une onde. Quand on fait du surf, on est sur la crête d'une vague, on avance avec la vague, de sorte que la vague qui est devant soi est immobile par rapport à soi, et la vague qui est derrière soi est immobile par rapport à soi. Donc quand on fait du surf, on voit des ondes, les vagues, qui sont stationnaires. Donc Einstein se dit, si je suis à cheval sur un rayon lumineux, je vais voir une onde électromagnétique stationnaire. Problème, les équations de Maxwell qui décrivent la propagation des ondes électromagnétiques n'ont pas de solution stationnaire. Donc Einstein dit, soit les équations qui disent que c'est pas possible sont fausses, soit l'expérience que j'ai imaginée est impossible. Et en 1905, il répond aux 2 questions, il a 26 ans. Il dit, quelle serait la vitesse de la lumière émise par la lumière? Réponse, la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Quelle que soit la vitesse de sa source, et quelle que soit la vitesse de celui qui la mesure. Qu'est-ce que je ressentirais avec mon corps si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? C'est pas la peine de poser la question, parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Donc on ne peut pas être immobile par rapport à elle.
Elle est toujours en mouvement par rapport à nous. Et par exemple, si je termine là-dessus, parce que c'est ça qui a des implications sur le temps, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Imaginez qu'il y ait une voiture garée là, on est la nuit, hein, une voiture qui est garée immobile à 100 mètres d'ici. Elle allume ses phares. Nous, on mesure avec un appareil la vitesse de la lumière émise par les phares. On va trouver la vitesse de la lumière. Maintenant, imaginez que la lumière avance vers nous à la moitié de la vitesse de la lumière. On mesure la vitesse de la lumière émise par les phares. On ne trouve pas 1,5 fois la vitesse de la lumière, mais on trouve la vitesse de la lumière. Si maintenant la voiture recule à la moitié de la vitesse de la lumière, on mesurera toujours la vitesse de la lumière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on appelle l'invariance de la vitesse de la lumière, qui est un absolu. Et donc, dans l'article de 1905, Einstein prend cette hypothèse, la lumière a une vitesse qui est un absolu, et va adapter le principe de relativité de Galilée en tenant compte de cette nouvelle contrainte. Et la conséquence, c'est que l'espace et le temps deviennent relatifs. Ça veut dire que dans cette salle, on peut mesurer des longueurs avec un double décimètre, des durées avec une montre, tout ça est clair. Mais quelqu'un qui traverserait la pièce à grande vitesse mesurerait une partie de ce qu'on mesure avec un double décimètre avec une horloge, et une partie de ce qu'on mesure avec une horloge avec un double décimètre. Donc la séparation entre l'espace et le temps, elle existe toujours. Le temps ne devient pas de l'espace, mais cette séparation est flottante, puisqu'elle dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. On va prendre des questions.